Donc bonjour à toutes et tous. Moi je vais vous parler de la question des ordres professionnels, d'un ordre professionnel pour les psychologues. Cette question d'un ordre professionnel est revenue sur le devant de la scène le 2 mai dernier, lorsqu'une proposition de loi portant création d'un ordre national des psychologues a été déposée par une vingtaine de députés, les Républicains et Renaissance. Cette proposition de loi a été suspendue par la dissolution de l'Assemblée nationale, mais cependant elle pourrait largement réapparaître, poussée par une minorité de psychologues ainsi que des lobbies médicaux et paramédicaux. On s'était d'ailleurs mobilisé, la profession, le 23 mai dernier, et Anne Stambach-Ternoir était venue nous soutenir. Alors, je vais essayer de répondre à 3 questions aujourd'hui. La première, c'est qu'est-ce qu'un ordre professionnel ? La deuxième, c'est pourquoi la profession est contre ? Et qu'est-ce qu'on propose, nous, les psychologues, à la place d'un ordre ? Alors, un ordre professionnel, c'est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. L'ordre a une fonction de représentation vis-à-vis de la profession. Il a également une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics. Mais du fait de sa subordination à l'État, il peut être saisi par les autorités sur tout projet de réforme relatif à l'organisation ou au fonctionnement de la profession. L'État octroie ainsi à l'ordre des prérogatives de puissance publique, ce qui lui permet d'exercer 2 types de compétences. Une compétence administrative et réglementaire, il édicte certaines règles d'exercice de la profession. Il peut par exemple édicter des codes de conduite ou de déontologie, énonçant les devoirs des professionnels. Ce sont des conseils supérieurs de chaque ordre qui sont chargés de cette fonction. Il peut avoir donc aussi une compétence disciplinaire. Il peut condamner les membres de la profession coupables de fautes personnelles. Il agit alors en tant que juridiction ordinale. Les syndicats et organisations professionnelles, dans leur immense majorité de psychologues, bien sûr, se sont toujours fermement opposés à la création des ordres professionnels, d'ailleurs non plus largement, en tant qu'instrument de domination affilié aux pouvoirs autoritaires. D'ailleurs, l'adhésion des professionnels aux ordres des professions médicales, infirmiers, kinés, sages-femmes, est faible ou obtenue par la contrainte. L'objectif des ordres est de donner l'illusion d'une reconnaissance de la profession, comme l'histoire concrète des ordres professionnels en France depuis Vichy le confirme sur plusieurs points. Ainsi, comme le disait Gérard Noiriel ce matin, l'histoire peut permettre de comprendre le présent. Pourquoi ? On va prendre plusieurs exemples. Premièrement, les ordres font porter pénalement à l'individu la responsabilité des manquements à la déontologie, sans prendre en compte les conditions d'exercice et de travail que les employeurs imposent. Les ordres peuvent parfois sanctionner de manière abusive et même parfois sans respecter le droit en vigueur. Les exemples de sanctions injustes sont par ailleurs nombreux. J'en ai choisi 2 pour éclairer. Le premier, c'est l'acharnement contre le docteur Eugénie Izard, qui est pédopsychiatre toulousaine, qui, après avoir signalé une suspicion de maltraitance envers une enfant de 8 ans, a été poursuivie pour immixtion dans les affaires de famille et violation du secret professionnel, bien que le père médecin lui-même ait fini par retirer sa plainte. L'Ordre des médecins de Haute-Garonne a continué à la poursuivre. Donc, en janvier 2023, après 8 ans de procédure et malgré le fait que le Conseil d'État avait cassé le premier jugement, le docteur Eugénie Izard a une nouvelle fois été condamné par la Chambre disciplinaire nationale du Conseil de l'Ordre à une interdiction d'exercice de 3 mois. L'Ordre des médecins de Haute-Garonne appelant au respect de la déontologie. Suite à cette nouvelle condamnation, le docteur Eugénie Izard a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Après, il y a aussi l'exemple du docteur Jean-Louis Zilberberg, suspendu, lui, pour avoir émis des avis d'inaptitude jugés complaisants par un employeur du BTP et l'Ordre des médecins. Le 15 janvier dernier, donc de cette année, en 2024, ce médecin du travail a été condamné à 1 an d'interdiction d'exercice, dont 6 mois avec sursis, pour avoir rendu 6 avis d'inaptitude considérés comme tendancieux sur les 12 qu'il a émis
en 2 ans. Il a fait appel. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a vraiment de nombreux professionnels qui sont condamnés. Les ordres soumettent, le deuxième point, le deuxième exemple, les ordres soumettent les professionnels aux prétendues bonnes pratiques dictées par le pouvoir, comme par exemple celle de la Haute Autorité de Santé. Cela signifierait la fin de l'autonomie des psychologues, de la liberté de leurs outils et de leurs méthodes. L'ordre des psychologues deviendrait l'unique, c'est un autre exemple, interlocuteur des pouvoirs publics, au détriment des syndicats et organisations professionnelles qui pourtant représentent la profession dans la diversité de ses champs d'exercice. Et en plus, sans garantie qu'ils représentent réellement la profession. La Cour des comptes sur l'ordre des médecins, parlant d'un ordre sociologiquement peu représentatif du corps médical en activité et d'une gouvernance fermée. Autre point, les ordres défendent une idéologie libérale qui ne garantit pas l'accès aux professionnels pour tous les citoyens. Par exemple, ils ne s'expriment pas du tout sur la question, par exemple, des déserts médicaux. Les ordres, dans les faits, ne protègent pas les citoyens contre le charlatanisme ni contre les abus des professionnels. Ils ne garantissent pas le respect de la déontologie, contrairement à ce qu'on peut croire par moments ou certains. Les ordres ne défendent ni la reconnaissance de la qualification, ni la revalorisation des salaires, ni la tarification des actes, ni l'amélioration des conditions de travail. Les ordres, en revanche, contraignent les professionnels à s'inscrire pour pouvoir exercer. La cotisation est obligatoire et son tarif imposé. Il peut être variable d'une profession à l'autre, mais également selon les éventuelles difficultés budgétaires rencontrées par l'ordre en question. Les kinés en savent quelque chose. De 35 € pour les infirmiers à plus de 300 € pour les kinés, comme pour les médecins d'ailleurs, c'est le même tarif. Pour toutes ces raisons, il est fondamental que l'accès au travail reste libre de toute soumission et de toute dépendance au pouvoir en place. Seule l'obtention du titre doit autoriser l'exercice professionnel. Mais si la profession est contre un ordre des psychologues, elle s'est en revanche clairement positionnée pour un code de déontologie porté par une structure indépendante, plurielle et démocratique. Quelle est cette structure ? Le CEREDEPSI, mis en place en avril 2018, regroupe aujourd'hui 23 organisations professionnelles nationales, associatives et syndicales de psychologues. L'ensemble des secteurs, privés, fonction publique, libérale, et des champs d'exercice de la profession, je ne vais pas les énoncer, mais je pense que tout le monde les a en tête, y sont représentés. Cette pluralité des représentations est un moteur pour le rassemblement de la profession. Le CEREDEPSI œuvre à l'unité de la profession à travers la protection du titre unique de psychologue. Il répond à la nécessité de voir la déontologie confortée et défendue par et pour tous. Et pour tous les professionnels autorisés à porter le titre unique de psychologue, ça fait référence à la loi de 1985, et la rédaction d'un code des déontologies valable pour tous les psychologues. Le CEREDEPSI actualise le code, dont la dernière version date de 2021. L'usage du code est devenu incontournable, il est largement enseigné à l'université et est reconnu dans de nombreuses jurisprudences. Le CEREDEPSI impulse aujourd'hui la création d'une structure experte et indépendante sur la déontologie, non assimilable à un ordre professionnel et portée par les organisations de psychologues dans leur diversité. Il s'agit donc du Comité national consultatif de déontologie des psychologues, ou CNCDP. Celui-ci est créé sous la forme associative, il acquiert un véritable statut juridique. Et ça, c'est un peu un scoop, en fait. Ça vient juste d'être créé. Le CNCDP a pour objet de développer la réflexion sur la déontologie des psychologues, de faire connaître et reconnaître le code de déontologie et de promouvoir son usage. Ses 3 principales missions sont d'informer sur l'usage du code à titre de conseil, de proposer des actions de formation et d'élaborer et de rédiger des avis consultatifs. On voit qu'on n'est pas là dans une question, on a une réponse différente que celle apportée par un ordre. Il s'agit alors de faire parler le code en réponse aux demandeurs, psychologues ou publics. C'est le rôle de la commission des avis, ou CDA. Afin de garantir un fonctionnement démocratique et réellement représentatif de la profession, et pour éviter les dérives qui peuvent se rencontrer dans les ordres, le CNCDP est particulièrement attentif à son fonctionnement.
Ainsi, il est constitué par des organisations regroupant des psychologues et des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, qui adhèrent à l'objet, aux missions et au fonctionnement de l'association. Cet engagement est formalisé par la signature préalable d'une charte. Son conseil d'administration est constitué de toutes les organisations membres du CNCDP. Le bureau du conseil d'administration est désigné pour une durée de mandat de 2 ans et pour 2 ans consécutifs au maximum. Le CA statue sur la composition de la commission des avis et il nomme le responsable de la CDA sur proposition de ses membres. La commission des avis est composée, quant à elle, de représentantes de chaque organisation choisie par le conseil d'administration, donc de chaque organisation, et ensuite chaque membre proposé est choisi par le conseil d'administration selon un double objectif, représenter la pluralité des champs de recherche et d'exercice, et que la représentation soit proportionnelle par rapport au taux de féminisation qui est de 85% de la profession. Transversal aux organisations et syndicats, le CNCDP pourra réellement œuvrer à la défense et à la reconnaissance de notre métier, tout en aidant à protéger des mésusages de la profession. En tant que structure indépendante, créée par et pour les psychologues, la valorisation de la déontologie sera incontestablement mieux portée par le CNCDP que par un ordre. La création des statuts du CNCDP est en cours de finalisation, je l'espère le 5 octobre prochain. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter de la création de ce comité national consultatif de déontologie des psychologues. Il y a une plaquette qui est à votre disposition ainsi que des affiches qui sont au fond de la salle sur la table qui viennent d'être finalisées pour vous permettre un peu de prendre connaissance dans le détail de ce qui est proposé. Et je remercie d'ailleurs la CGT qui a imprimé ces documents, j'en profite. Et en conclusion, il est important de souligner le travail collectif effectué par la profession. Nous pouvons même parler ici d'un acte collectif. L'unité dont elle sait faire preuve est la meilleure protection, si ce n'est la seule, pour garder notre indépendance et garantir la déontologie. Je vous remercie.